Est-ce que vous pensez vraiment que sans les yeux, vous survivrez assez longtemps dans un océan où tout le monde veut vous manger? Darwin lui-même écrivait que supposer que l'œil peut être formé par la sélection naturelle lui semblait absurde au plus haut point. Et pourtant, l'évolution peut aussi faire l'inverse. Retirer les yeux quand elle estime que ça coûte beaucoup plus que ça ne rapporte. En 2013, on a découvert dans des grottes de Croatie le Zospeum tolosum, un escargot sans aucun système visuel. Et oui, parce que dans l'obscurité totale, maintenir des yeux, ça gaspille de l'énergie pour rien. Et là, les fans de Full Metal Alchemist vont comprendre tout de suite ce que je vais dire. L'évolution, c'est de l'échange équivalent. Si tu veux survivre dans le noir, tu donnes tes yeux, mais tu reçois quelque chose en retour. Alors aujourd'hui, on va suivre une espèce à qui la nature a fait exactement la même chose. Bienvenue sur Xilanglu. Dans cet océan qui ressemble davantage à une cantine de prison qu'à un environnement naturel serein, apparaît une cellule dont le nom scientifique est Maximus creasus, ce qui, d'après une étymologie que j'ai trouvée sur Discord, renvoie au concept d'aveuglement. Et là vous allez me dire, pourquoi donner ce nom à une cellule qui voit parfaitement au départ? Très bonne question, et j'aurai aucune réponse satisfaisante à vous donner. Bref, on avance. Maximus est herbivore, ce qui dans un océan où tout le monde mange tout le monde sans la moindre forme de dialogue au préalable, est soit une position philosophique courageuse, soit une erreur de casting monumentale. Et pour être tout à fait honnête, c'est probablement les deux. Son quotidien ressemble à celui de Senku dans Dr Stone. Si Senku avait décidé de ne rien inventer et de juste brouter des algues tranquillement, en espérant que personne ne le remarque. Bref, il accumule de l'ADN, il évolue à son rythme, et il gère son environnement avec la sérénité de quelqu'un qui a compris les règles assez tôt pour ne pas les subir en permanence. Jusqu'au moment où Spore impose ce qu'il impose à toutes ces espèces sans exception, les bébés. Et oui, Maximus doit faire des bébés. Ce que j'organise, ce que j'accepte, et dont je ne vous donnerai strictement aucun détail supplémentaire. Et de cette opération mystérieuse naît quelque chose de nouveau. Quelque chose que la nature a façonné avec une vision très particulière de ce que devrait être une forme de vie sur cette planète. Elle commence par lui retirer ses yeux. Et comme si elle avait conscience que priver une cellule de la vue dans un océan où tout le monde veut vous manger, c'est quand même une façon assez brutale de démarrer une existence, elle rajoute dans le même mouvement 4 couteaux sur son dos. C'est l'échange équivalent en version Xilanglu, vous l'aurez compris. Et mesdames et messieurs, voici Maximus 2. Avant que vous fermiez la vidéo en anticipant 40 minutes d'écran noir, laissez-moi clarifier la situation. Maximus voit encore techniquement, mais il voit à 2 mètres autour de lui. 2 mètres dans un océan infini de peuplé de créatures qui n'ont aucune intention de lui faciliter l'existence. Ce qui veut dire que chaque prédateur au-delà de ce périmètre est une surprise totale, que chaque source de nourriture en dehors de ces 2 mètres est une rumeur, et que sa navigation dans cet océan ressemble globalement à Guts dans Berserk. Il voit rien venir, il comprend rien à ce qui se passe, mais d'une façon ou d'une autre, il est encore là à la page suivante. Sauf que contre toute attente dans ses premiers mètres d'existence, Maximus tombe sur les meilleures algues de nos régions. C'est la chance aveugle dans tous les sens très littéraux du terme. Il mange donc, et il mange encore, et il mange encore après ça parce que dans cet océan, manger c'est survivre, et survivre c'est l'unique programme disponible pour ceux qui ont envie de rester dans la partie. Évidemment, parce que le calme dans Spore dure exactement le temps qu'il faut pour que vous commenciez à vous habituer, des cellules qui n'ont aucune raison valable d'être aussi hostiles décident de venir interrompre ce buffet tranquille. Et là, les couteaux entrent en jeu. Parce que Maximus a beau ne rien voir au-delà de 2 mètres, mais à 2 mètres, il est d'une précision assez remarquable. Ce qui quelque part rappelle Tanjiro dans Demon Slayer, aveugle au sens figuré dans le brouillard, qui arrive quand même à trouver le point faible de son adversaire juste à l'instinct. Sauf que Tanjiro il avait l'odorat, Maximus il a des couteaux. Et dans les deux cas ça règle le problème. Le temps passe, Maximus continue de traverser cet océan dans sa bulle de 2 mètres avec une constance qui forcerait presque le respect. Il mange quand il trouve, il se défend quand les ennuis viennent à lui, et il s'abonne à la chaîne, c'est-à-dire maintenant, parce que lui il peut pas voir les boutons. Mais vous le voyez parfaitement le bouton s'abonner. Et franchement à ce stade si vous regardez encore cette vidéo sans vous abonner, c'est une décision que je respecte, mais que je comprends pas vraiment. Bref, je vais vous passer les dizaines de fois où Maximus a mangé et failli se faire manger, parce que sinon cette vidéo va durer plus longtemps que l'Arquano. Je vous passe également les évolutions successives où il n'a pas cessé d'accumuler des couteaux comme si quelque part dans ses 2 mètres de champ de vision, il avait décidé que les lames étaient sa réponse universelle à tous les problèmes que la vie lui posait, ce qui au vu des résultats est une philosophie difficilement contestable. Ce qui compte c'est qu'à force de manger, survivre, manger encore et refuser obstinément de disparaître, Maximus développe quelque chose, un cerveau. Senku dirait que c'est 10 milliards de % mérité. Moi je dirais juste qu'il a mangé assez d'algues pour débloquer la prochaine étape. Dans les deux cas le résultat est le même. Bienvenue dans la phase des créatures. Sur cette magnifique musique de Hunter x Hunter qui donne instantanément envie de partir à l'aventure, nous retrouvons Maximus 3 et toute sa famille en route vers leur prochaine destination. Le genre d'endroit qui donne envie de croire que tout va bien se passer, ce qui sur Xilanglu est généralement le signe que ça va très mal se passer. Mais avant d'aller plus loin, il y a un truc que je vous avais pas dit. Être aveugle dans la phase créature de Spore, ça veut dire voir le monde en noir et blanc. Une palette qui ressemble à un film de 1920, 2 mètres de visibilité et une ambiance générale qui ferait déprimer n'importe qui. N'importe qui, sauf Maximus. Parce
Parce que Maximus a quelque chose que la nature ne lui a pas retiré quand elle lui a pris ses yeux. Un don héréditaire pour le chant, la musique et une passion absolue et totalement inexplicable pour Charles Aznavour. Voilà, c'est dit. Sur une planète extraterrestre dans un monde monochrome, notre espèce aveugle est fan d'Aznavour. Ouais, l'échange équivalent continue de livrer des résultats surprenants. Bref, pour faire connaissance avec ses voisins, Maximus adopte la seule stratégie diplomatique qu'il connaît. Il va les harceler musicalement. Il chante jusqu'à qu'il puisse plus l'ignorer, jusqu'à ce que Aznavour, dans un monde sans couleur, devienne quelque chose d'inévitable. Et vous savez quoi? Ça marche. Les voisins aiment la musique, le cerveau grossit, la science est formelle, Aznavour fait évoluer les espèces. Encouragé par ce succès, Maximus s'en va tester sa méthode sur d'autres voisins qui passaient par là. Et cette fois, ça ne fonctionne pas du tout. Ses voisins ont visiblement des standards culturels différents et Maximus n'est tout simplement pas assez évolué pour les convaincre. Ce qui est une façon très polie de dire qu'il s'est juste fait envoyer balader. Et donc pour tous ceux qui ont joué à sport, solution évidente, les bébés. Et je vous l'accorde, ça fait du bien de revoir un peu de couleur dans ce monde morose. La nouvelle génération des Maximus débarque et là, la nature décide de faire quelque chose d'assez audacieux. Elle les rend bipèdes et bleus. Ouais, c'est des avatars en somme. James Cameron aurait probablement adoré, sauf qu'on n'est pas dans Avatar. Bon, la phase continue. Maximus continue de déterrer ses morts pour récupérer des parties de leur corps parce que pourquoi pas, et grâce à son cerveau un peu plus gros, il peut maintenant s'offrir un compagnon permanent. Quelqu'un qui partagera ses galères et subira Aznavour avec lui au quotidien. Ce compagnon, on va l'appeler Pénélope, parce que j'aime bien. Et là honnêtement, Pénélope change tout. Chanter à deux, ça démultiplie l'efficacité diplomatique d'une façon assez remarquable, pour mon plus grand plaisir au montage. Coucou. À force de concerts improvisés en duo, Maximus débloque un cerveau encore plus gros. Et en plus de ça, avec ce nouveau cerveau, arrive un nouveau membre dans la squad. Voici Jean-Eudes. Bon, je vais vous passer les nombres hallucinants de fois où j'ai dû faire ami-ami avec des dizaines de voisins parce que c'est hyper répétitif, c'est long et c'est précisément pour ça que la phase créature est, je pense, la plus détestée de sport. Des tâches identiques en boucle, une impression de tourner en rond qui ferait décrocher n'importe qui si notre espèce n'était pas aussi attachante. Donc on saute directement au moment où Pénélope, Jean-Eudes et Maximus, qui se sont fait une petite beauté, tombent sur les premiers voisins qui n'aiment absolument pas leur musique. Maximus, dans un élan de fierté blessé, décide de se battre. Ce qui est une décision courageuse sur le papier et catastrophique dans les faits. Regardez-le, il est mort. Mourir dans cette phase c'est embêtant, mais pas dramatique. Donc Maximus reprend ses concerts, continue d'évoluer et garde dans un coin de sa tête le souvenir très précis des larves qui l'ont humilié. Parce que oui, Maximus a un ego surdimensionné. Et les gens avec un ego surdimensionné ne laissent pas ce genre de choses passer sans réponse. Et donc on est retourné les voir. Et regardez maintenant, il explose tout le monde. Les grands, les petits, les enfants aussi. Quel salaud finalement. Visiblement, tabasser des enfants dans le sport, c'est une décision que le jeu récompense. Parce que la nature dote Maximus d'un cerveau encore plus gros. L'échange équivalent a eu lieu, la vérité rend pas ce qu'elle a pris, mais elle offre un nouveau membre dans la squad. Voici Nicolas. Nico pour les intimes. Nico, c'est le marrant de la bande. Il est toujours là pour nous remonter le moral. Le travail reprend. On tombe sur de nouveaux voisins avec des têtes absolument dingues. On dirait Bob dans Monstres et compagnie. Ce qui, dans un monde en noir et blanc, est une expérience visuelle assez particulière. On devient leur ami, c'est cool, et directement derrière, des haters débarquent. Ce qui donne à Maximus l'occasion de conclure cette nouvelle amitié à la façon la plus Maximus possible. Il les décime, proprement, efficacement, avec une brutalité qui commence à ressembler à une signature. Et pour couronner tout ça, Sport dote Maximus d'un cerveau tellement gros qu'il n'arrive plus à le porter. Et c'est là que cette histoire s'arrête. La phase tribale sans vision, gérer une tribu entière, construire, partir en guerre, voire à 2 mètres dans tout ça, c'est un défi que même Maximus ne méritait pas d'affronter. Alors voilà la morale. La vérité de Fullmetal Alchemist prend toujours sa part. L'évolution a pris les yeux de Maximus et lui a donné des couteaux, une voix, une famille, Pénélope, Jean-Eudes, Nico et une passion pour Aznavour qui a traversé des générations sur la planète Xilanglu. Quelqu'un qui tabasse des enfants en chantant Aznavour dans un monde en noir et blanc n'avait de toute façon pas besoin des yeux pour laisser une trace. Si vous avez aimé la vidéo, le petit like, le petit abonnement. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était iBid. Bye bye.